Bonjour, bonsoir à tous et oui, je sais, je me suis coupé les cheveux. Mais bref, bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de la saison et aujourd'hui on va parler Marlène Schiappa, Bruno Le Maire et l'extrême droite. Alors, ça vous a fait du bien? C'était libérateur de se moquer de Schiappa pour des photos Playboy? Ok, cool. Mais est-ce qu'on peut revenir au vrai bail maintenant? Non, parce que perso, Playboy, être sapiosexuel, etc., ben je m'en fous pas mal et je trouve ça bien plus important et problématique tout ce qui se passe autour du fonds Marianne. Et avant de continuer, petit rappel de ce qu'est le fonds Marianne. 6 mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty par un terroriste islamiste, il s'agissait de financer des associations luttant contre l'islam radical sur les réseaux sociaux. Un combat républicain auquel a été consacrée une enveloppe de 2,5 millions d'euros. Bon alors sur le projet, c'était pas une mauvaise idée, hein, République, lutter contre le séparatisme, tout ça, mais quand on a vu qui s'occupait du projet, ça faisait peur. Et ça a été pire que prévu. Parce que si s'était contenté de faire comme d'habitude avec des techs éclatés en mode prospectus pour lutter contre les violences faites aux femmes, portrait de Macron dans les mairies, etc. Bon, ça serait casse-couille, parce que c'est payé avec nos impôts, hein, quand même, mine de rien. Sinon, il n'y a pas d'argent pour les retraites, on se rappelle? Non. Là, le niveau est au-dessus. Parce que l'incompétence, ok, on connaît. Mais l'incompétence doublée de détournement de fonds... Ok, on connaît aussi, mais ça reste pas ouf. Parce que oui, aux surprises, le fonds Marianne semble avoir plusieurs casseroles. Alors globalement, et pour ne pas entrer dans le technique au risque de vous saouler, et surtout moi aussi, et au pire, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller en description pour voir les vidéos de Blast et Pure Politique qui en parlent bien plus profondément, mais globalement, il est reproché au fonds Marianne de n'avoir aucun rapport de comité de sélection, seulement la liste des associations avec un montant indiqué. Montant qui, en plus, d'après le sénateur, aurait pu être modifié après coup, désignation trop rapide, soupçon de favoritisme, pas assez de transparence sur les associations choisies et le montant qui leur a été donné, ainsi qu'une production pas très ouf, et ça c'est principalement concernant l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire, principal bénéficiaire du fonds Marianne, et ce à hauteur de 355 000 €. Mais aussi à Reconstruire le commun, qui eux ont reçu 330 000 €. Ce qui, oui, fait pas mal de thunes. Et avec autant de thunes, 13 vidéos sur YouTube, un compte Instagram et un Facebook, ouais, ça fait léger quand même, hein. Mais après, c'est peut-être parce que, selon France Télévisions et Marianne, une partie de l'argent aurait servi à payer les dirigeants des deux associations, et ce à une hauteur de 120 000 €. Ce qui laisse moins de thunes pour les projets, effectivement. À tout ça, on peut rajouter Mediapart qui a rapporté d'autres irrégularités concernant Reconstruire le commun, la deuxième structure la mieux dotée. Marlène Schiappa qui aurait menti devant la commission d'enquête, ce qui est jamais très bon signe quand on est innocent, et qui aurait également écarté SOS Racisme des associations en liste. Alors que je sais pas pour vous, mais personnellement, je me dis que pour un sujet comme celui-là, SOS Racisme, ça peut être pertinent. Après, je suis pas ministre. Alors bien évidemment, Marlène Schiappa et Mohamed Sifawi, le co-responsable de l'UCPPM, ont nié toute accusation à base de « j'ai rien fait, je suis pas pote avec Marlène, de toute façon c'est pas moi, c'est mon administration, je me rappelle pas, je comprends pas vos questions même si je suis ministre ». Bref, un très grand moment de tribunal. Et même si à ce stade aucune audition n'est prévue, la conclusion des sénateurs étant attendue pour mi-juillet, alors je sais pas pour vous, mais pour moi ça sent moyen l'honnêteté et la transparence, si vous voulez mon avis. Un peu comme l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui en plus de dégager des étudiants crous de leur logement et des sans-abri, fait l'objet d'une perquisition pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et recel de favoritisme. Ah bah super, c'est les étudiants, les sans-abri et Samuel Paty qui vont être contents. Ils seront pas sacrifiés pour rien, c'est bien. Bon, maintenant que le gouvernement a bien niqué les retraites, que ça y est, c'est passé, et tout ça de manière ultra démocratique, bien entendu. Message de la France, non. Maintenant que ça c'est fait, le fils prodige de Rothschild veut s'attaquer... bah tout le reste en fait. En effet, pour continuer à garder le sacro-saint AA de la notation SP Global et pour renflouer les caisses, Bruno Le Maire, notre ministre du Travail écrivain au col roulé préféré, a annoncé vouloir faire 10 milliards d'euros d'économies. Mais comment va-t-il s'y prendre? Rétablir l'ISF, taxation des entreprises sur leurs super profits, ou alors prendre l'argent dans les paradis fiscaux? Bah non, attends, c'est quand même plus simple de s'en prendre à des petites choses insignifiantes de la vie des Français. L'assurance maladie, l'aide au logement, le soutien à l'emploi,
que des choses qui ont pas d'importance finalement. Alors pour l'instant, c'est encore flou. Pour plus de détails, il faudra attendre septembre. Mais globalement, on sait qu'ils veulent la fin des chèques exceptionnels, l'ouverture d'un chantier pour limiter les arrêts maladie d'ici l'automne, mais aussi limiter le remboursement des frais de santé de confort ou de facilité. Frais de santé de confort et de facilité. Bon alors déjà Bruno, on cotise pour la santé, donc y a rien de facile, hein, c'est un peu notre argent. Et ensuite, évidemment de confort. Le but de la santé, c'est quand même de rendre la vie moins difficile et plus confortable. C'est logique. Et je sais, il disait pas ça dans ce sens. Mais s'il veut jouer au con, moi aussi je peux le faire. Même si ça va être dur d'arriver à son niveau. On a aussi la réduction du coût des aides à l'emploi dans les départements où le chômage est faible. Parce que oui, pourquoi aider les gens à trouver du travail? Le chômage est faible dans la région et apparemment, il suffit de faire 100 mètres pour trouver un taf. Et enfin, la fin des avantages fiscaux sur les énergies fossiles. Bref, avec la fin du quinquennat Macron, on va se régaler. Bah quoi? Ça vous surprend? Comme l'a dit Elisabeth Borne, quand on a surmonté la retraite, on peut résister à tout. Et oui les gens, et même si je sais que cette phrase n'a pas été dite dans ce cadre-là, je trouve qu'elle cristallise parfaitement ce que je veux dire. S'ils voient que ça passe, pourquoi ils arrêteraient? Clairement, ils ont un boulevard. On a beau avoir gueulé, fait des manifs de ouf, de la désobéissance civile, en veux-tu en voilà, des tentatives de motion de censure et tutti quanti, pour qu'au final... rien, que dalle, walou, zéro. Et le pire c'est qu'à côté de ça, il continue à se la jouer grand défenseur de la démocratie en plus. Du coup tu m'étonnes qu'il continue encore et encore. Et c'est que le début, d'accord? Vous voulez un autre exemple? Pas de problème. Regardez Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui propose de changer la Constitution pour que Macron ait un 3e mandat. Alors non, ça n'a rien d'officiel, oui, ça ne sent pas bon, et même si ça peut paraître impensable, revenir à la retraite à 64 ans, supprimer l'ISF et l'extrême droite au second tour, ça aussi il y a quelques années ça paraissait impensable. Surtout que de tels changements, voire pire, ça c'est déjà vu en Occident. Napoléon qui est devenu empereur, Trump qui voulait promulguer un 3e mandat, ou Poutine qui se la joue YOLO sur le sujet. Donc oui, pour l'instant c'est encore un délire de fanboy de Manu, mais si on fait pas gaffe, ça peut arriver. Ah mais clairement au bout d'un moment, à force de pousser encore jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, ils vont l'avoir leur révolution et on pas se demander d'où ça vient. Hein. Et pour finir, si nous parlions de nos grands amis, l'extrême droite. Car oui, depuis quelques jours, il s'en est passé des choses chez nos intolérants détestés. Déjà, nous pouvons parler de ce samedi 17 juin, jour d'une altercation entre des sympathisants d'Éric Zemmour et des manifestants Antifa. En effet, le président de Reconquête était à Brest pour une séance de dédicace. Mais pas de bol, le même jour et non loin de là, avait lieu une manifestation anti-loi immigration. Et du coup, tu te doutes bien que ça a très vite chauffé. Alors rassurez-vous, rien de grave. Quelques fumigènes, une vitre brisée, un manifestant blessé au pied et un soutien de Zemmour blessé au front, ce qui, oui, pourrait paraître déjà trop, mais à force de voir des violences policières lors de la manifestation contre la réforme des retraites, on s'habitue, hein. Clairement, un fumigène, une vitre brisée et 2 légères blessures, ça paraît tout de suite moins grave. C'est fou, hein? Sauf que ça ne semble pas être l'avis de notre polémiste à 7%, qui a déclaré vouloir porter plainte contre les 26 associations présentes lors de la manifestation ce jour-là, ainsi que contre l'État qui, à travers Philippe Maël, le préfet du Finistère, n'a, selon Zemmour, pas fait le nécessaire pour protéger sa séance de dédicace, indiquant que le préfet est soit un incapable, soit hostile à Reconquête, mais dans tous les cas, Éric ne semble pas vouloir en rester là. Et à première vue, on pourrait le comprendre. Après tout, il était tranquille à faire ses dédicaces, et puis c'est les antifas qui ont attaqué. Puis on le sait bien que c'est dangereux les islamo-communistes. Vous vous rendez compte? Des antifas hostiles à des fachos. Sauf qu'en fait, quand tu te renseignes 2 secondes, tu te rends compte que l'histoire de Calimero que veut nous vendre l'ancien chroniqueur de Ruquier, elle tient pas trop la route. Bon déjà, le jeune homme de 19 ans blessé au front, c'est pas cool. Mais ça va. Non mais je veux dire, il est pas extrêmement blessé, faut pas non plus charrier. Sinon, le mec n'aurait peut-être pas insisté pour avoir un autographe de Monsieur Facho avant d'être évacué. Retard dans l'évacuation des pompiers en règle générale d'ailleurs. Non mais je me dis que s'il a pu attendre pour voir son Hitler sans moustache, c'est que ça va, il était pas si blessé que ça le microfaf. Et à côté de ça, on a le préfet qui se défend en rappelant que de son arrivée à son départ de Brest, aucun manifestant n'a pu s'approcher du polémiste.
même de loin. Et surtout, la manifestation était prévue et confirmée depuis longtemps en préfecture. Le préfet a donc proposé à Zemmour de changer le lieu des dédicaces, histoire d'être sûr que ce soit vraiment safe, et ce, avec un lieu de la même enseigne et du même standing que celui prévu à l'origine. Donc à la fois plutôt cool et raisonnable comme deal. Chose d'ailleurs que l'équipe de sécurité de Zemmour a confirmé, mais ça c'était avant que Monsieur Eric ne pose son veto. Donc ça veut dire que malgré les risques, et quand je parle de risque pour les manifestants ou ses partisans, parce que lui personne n'aurait pu l'approcher, même de loin, malgré la proposition de changement de lieu tout à fait honnête proposée par le préfet, Zemmour préfère fustiger les associations qui avaient prévenu de leur manifestation bien en amont, je le rappelle, et en plus de ça, il veut faire porter le chapeau au préfet. Non mais soyez les cons, soit il voulait faire une séance de « Ouin, regardez-moi, on peut plus rien dire, je suis persécuté, je récupère ça politiquement... » Ok, j'ai compris. Et si c'est la récupération politique, ce n'est malheureusement pas sa seule tentative de la semaine. Et oui, on va parler de l'agression de Bordeaux. En effet, ce lundi 19 juin, une dame âgée de 73 ans et sa petite fille de 7 ans ont violemment été agressées à Bordeaux, alors que l'homme semblait vouloir enlever la fillette. Heureusement, les victimes ne semblent pas avoir subi de graves séquelles, n'ayant que quelques contusions et égratignures. Le suspect est quant à lui un jeune homme de 29 ans, connu des services de police pour entre autres recel de vol, menace de mort, refus d'obtempérer, stupéfiants, un suspect qui serait sous tutelle et suivi sur le plan psychiatrique, présentant des troubles du comportement majeur liés à une pathologie psychotique et schizophrénique. Il était d'ailleurs, selon des proches contactés par BFM TV, en rupture de soins et en rupture de traitement. Alors qu'on soit d'accord, je ne dis pas ça pour excuser ses actes. Je le rappelle, mais on peut comprendre une situation sans pour autant la cautionner. C'est possible. Surtout que oui, clairement, s'il a des antécédents, que ce soit psychologique ou au niveau de la loi, alors son cas doit être pris avec le plus grand des sérieux, afin qu'il ne soit pas un danger pour lui-même ou pour les autres. Et tout ça ne semble pas très important depuis qu'on a appris que, révélation, l'homme n'est pas blanc. Et vous vous doutez bien qu'il n'a pas fallu longtemps avant que l'extrême droite récupère l'affaire, avec des citations telles que celle d'Éric Zemmour, que je cite « Quelle horreur ! Bordeaux aujourd'hui, voilà ce qu'ils font à notre pays. Français, réveillez-vous » Ou encore celle de Marine Le Pen, pour le plaisir. Ces agressions sont quotidiennes et l'insécurité aggravée par le chaos migratoire devient endémique. Combien faut-il de vidéos comme celle-ci pour que le pouvoir réagisse? Et autre réaction des droitos tradis à base de « Oui, faut plus de flics, faut plus de sécurité, la preuve, nanana... » Bref, on connaît. Sauf que pas de bol pour Eric et Marine, le suspect est français. Il est né en 93 à Bordeaux, en France. Alors tous vos délires de chaos migratoire et de « Regardez ce qu'ils font à notre pays », déjà que de base, c'est ultra con. Mais là, ça l'est encore plus, quoi. C'est un exploit. Car oui, je sais, ça va peut-être vous paraître fou, aussi fou de se dire que l'agresseur au couteau d'Annecy était chrétien, mais tu peux ne pas être blanc et être français. Et même, encore plus incroyable, tu peux être blanc, français, et quand même être un connard. Voire un terroriste. Alors oui, je sais, un mec pas blanc qui attaque une septuagénaire et une fillette, c'était tentant. Et oui, je me doute bien que, comme pour Lola, récupérer cette sombre affaire à votre compte, c'était beaucoup trop tentant. Et ce, malgré l'indignation de la famille dont je cite l'avocate, la famille des victimes de la violente agression est indignée par la récupération politique qui est faite de ce fait divers. Il est parfaitement indécent de se servir de ce fait divers pour évoquer une origine ethnique ou de justifier des réformes pénales ou migratoires. Et donc, si vous voulez apporter votre soutien aux victimes, alors déjà, montrez votre empathie, apportez votre soutien à la famille, soutien que je partage bien évidemment, et ensuite, fermez vos gueules. Non mais pour vous dire quoi, même Borne trouve ça immoral et parle de récupération. Le truc est tellement dégueulasse que Borne paraît pour quelqu'un de décent. Vous vous rendez compte? Et avant de conclure, encore quelques petits trucs avec l'extrême droite. Par gourmandise, on a Jean Messia, et non je ne parle pas de Jean Massier, mais bien du polémiste d'extrême droite, conseiller de Marine Le Pen et de Zemmour, un mec adorable donc, qui est soupçonné d'emploi fictif par une enquête Mediapart et qui a déclaré vouloir porter plainte. Et c'est pas très malin quand on connaît Mediapart, parce qu'ils ont rarement tort quand même, hein. Et enfin nous avons Damien Rieu, militant d'extrême droite principalement actif sur Twitter, qui vient de perdre son procès contre Karim Benzema. Procès pour diffamation après avoir associé le joueur français aux terroristes islamistes. Ah, y a pas à dire, hein, l'extrême droite, toujours au top. Mais sinon, tout va très bien.
Alors maintenant, à savoir si Bruno Le Maire est de droite ou de gauche, à ton avis? Allez, salut. Tout va bien.